Dans cette vidéo, on va voir ensemble une partie très importante à ne pas négliger. Cette partie, je l'ai appelée comment gérer son temps de VAE. Lorsqu'on prépare un examen, généralement, ce qu'on entend le plus souvent, c'est que c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Donc il y a plusieurs motifs, plusieurs raisons qui sont données. La première raison que l'on donne, c'est parce que j'ai trop de choses à faire. En effet, aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, nous avons tous beaucoup d'activités, peut-être une activité professionnelle, on doit gérer les enfants, on doit gérer le mari, on doit gérer la femme, on doit gérer peut-être des activités sportives et plein d'autres choses. De ce fait, en fait, tout ce qu'il y a autour de nous et qui va à l'encontre, entre guillemets, de ta préparation de VAE, représente quelque part pour toi, en tout cas peut représenter une entrave dans la mesure où tu auras moins de temps pour te préparer. Donc, sache que tu n'es pas seul et que d'autres aussi, hein, d'autres postulants à la VAE sont quand même sortis et ont quand même réussi leur examen. Et tout ça, ce n'est pas un hasard. Tout est une question de préparation, d'organisation, de planification. Et c'est exactement ce que nous allons voir ensemble. Donc, deuxième raison qu'on l'on donne le plus souvent, je n'ai pas le temps de tout faire. Donc, c'est très simple. Si tu n'as pas le temps de faire ce que tu as à faire, il faut t'interroger, te poser des questions sur comment se déroule ta journée. Par exemple, peut-être ce que tu peux faire, c'est de noter au jour le jour, eh bien, ce que tu fais, l'heure de ton lever, jusqu'à l'heure de ton coucher, et tu indiques bien toutes les différentes tâches que tu accomplis dans ta journée. Donc cela pourrait te rendre compte bien, de la quantité de choses utiles, tout comme la quantité de choses inutiles que peut-être tu as accompli à travers d'une journée. Et c'est vrai qu'au premier abord, on s'en aperçoit pas. Je dirais même qu'on s'en aperçoit que si on le note. Donc en faisant cette analyse prospective, eh bien, tu te rendras certainement compte qu'il y a soit des temps morts, soit des moments que tu peux mieux exploiter, ou soit des moments où tu as accompli des tâches qui ne te sont pas, qui sont pas vraiment utiles, ou voire des tâches que tu peux déléguer. Donc ça aussi, c'est une réflexion que tu peux avoir et qui pourra, en tout cas, te permettre de gagner du temps. Autre raison que l'on me donne, hein, la plupart du temps, pour ce qui concerne donc de débuter la démarche VAE, que ce soit le livret 2 ou que ce soit l'oral, hein, ce qu'on entend souvent, c'est bah oui, tu sais, Patrice, le plus dur pour moi, c'est de commencer ou de finir. Oui, c'est vrai. Quand on a beaucoup de choses à faire, quand on sait que ça va demander beaucoup de travail, c'est vrai que le plus souvent, on a tendance à freiner et finalement à ne pas passer la première. Or, tu regardes, c'est un peu comme les voitures. Eh bien, pour pouvoir passer la cinquième, passer la sixième, il faut passer la première. Et figure-toi que quand tu passes la première, si jamais tu as une voiture, tu te rends compte que c'est la vitesse qui réclame le plus d'énergie. Une fois que la voiture est démarrée, eh bien, c'est beaucoup plus facile ensuite pour ton véhicule de supporter donc la deuxième vitesse, troisième vitesse, quatrième vitesse, etc., etc. Donc, le plus dur, c'est de commencer. Donc, si jamais tu te trouves dans cette situation de difficulté parce que voilà, tu ne sais pas par quoi commencer ou quoi faire, eh bien, tu peux déjà commencer à faire des choses euh, minimes. Donc, par exemple, si ton bureau, on va en reparler plus tard, mais si ton bureau, par exemple, il est pas rangé, il y a des papiers qui traînent un peu partout, ben, l'une des premières choses que tu pourrais faire serait déjà de ranger ton bureau.
le fait de ranger le bureau, c'est déjà une première démarche que tu auras entamée concernant ta préparation pour ta VAE. Ne pense pas que c'est inutile. Bien au contraire, c'est quelque chose c'est une action qui est importante et qui te met le pied à l'étrier. C'est comme, voilà, tu mets le moteur. Là, le moteur, il tourne. Donc là, on est en train d'enclencher la première. Elle n'est pas encore enclenchée, mais on commence. Voilà. Une fois qu'elle est enclenchée, tu vas pouvoir partir. Donc demain, une fois que ton bureau sera propre, peut-être que ta deuxième action que tu pourras réaliser sera peut-être bien d'imprimer ton livret de vierge, par exemple. Voilà, c'est la première action. Tu débutes. Une fois que tu auras imprimé ton livret de vierge, peut-être que tu pourras te réserver du temps juste pour lire les différentes parties, ce qui est attendu de toi. Juste ça, tu as commencé quelque part, ce qui va te permettre, psychologiquement parlant, à intégrer les différentes parties que tu auras à préparer. Donc ça c'est un départ. Ça c'est déjà une première démarche. Et on pourra dire réellement que tu as enclenché la première vitesse une fois que tu auras commencé à rédiger. Mais comme je te l'ai dit, première chose à faire, c'est commencer, débuter une action en lien avec ton livret 2. La raison suivante qu'on me donne concernant donc sa préparation à la VAE, c'est souvent parce que les personnes n'arrivent pas à concilier travail et VAE. Et c'est vrai, parce que on l'a vu, c'est compliqué, c'est difficile, il faut se réserver du temps. Et quand on a une vie familiale, quand on a une vie professionnelle, c'est très 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 compliqué. Et c'est vrai. Donc bon, on verra ça par la suite, mais ce que tu peux faire, le moyen que tu as pour pouvoir bien mieux t'organiser pour ce qui concerne ta VAE par rapport à ton travail, il n'y a pas de surprise, c'est la planification. On va y revenir plus tard, il va falloir que tu planifies, on va voir ça par la suite, on va voir comment et à quel moment tu peux te planifier des heures de travail, parce qu'il faut vraiment considérer ta préparation à la VAE comme du travail actif. Donc de la même manière, quand tu commences à 8 heures, tu vas partir à 7h30 parce que tu sais que tu as une demi-heure de trajet, tu vas te lever une heure peut-être plus tôt parce qu'il faut que tu te prépares toi personnellement, que tu prépares peut-être d'autres choses qui te sont personnelles, ça peut être les enfants, ça peut être voilà, tout un ensemble de choses. Donc pareillement, pour ce qui concerne ta VAE, ta préparation de VAE, il va falloir planifier et te réserver du temps uniquement pour cela. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette partie. Et donc dans la prochaine vidéo, on va voir la partie suivante. Donc comment gérer son temps de VAE et on va voir ensemble ce qui est indispensable pour un travail de qualité. Nous allons voir le deuxième point, comment gérer son temps VAE, pourquoi c'est indispensable pour un travail de qualité. Eh bien, c'est important puisque, comme je l'ai indiqué ici, c'est la clé de l'efficacité. Tu peux pas te dire que tu vas préparer ta VAE lorsque tu auras du temps. Non, c'est pas lorsque tu auras du temps. Ça se prépare, ça s'organise. C'est l'idée un peu que j'ai développée dans le point précédent et qu'on va développer par la suite, puisque la clé de voûte, la clé de la réussite, c'est vraiment ton organisation et finalement tout ce que tu vas mettre en place pour arriver à un résultat. En l'occurrence ici, ce qu'on va mettre en place, c'est une organisation qui te ressemble. Chacun a une personnalité, un fonctionnement, une anatomie, une alimentation qui est différente. Donc, il va falloir travailler en équilibre en fonction de tous ces paramètres importants pour toi qui vont te permettre justement d'optimiser bien ton efficacité. Pour rentrer dans le détail, la première chose que tu pourras faire, c'est améliorer ton environnement de travail. Donc, on a parlé précédemment de travailler avec un bureau propre, tout simplement parce que si ton bureau est désordonné, donc ça risque
de distraire ton attention, ou même psychologiquement parlant, de voir un petit peu de désordre autour de soi. Ce n'est pas quelque chose de positif. Et surtout, voilà, ça peut un peu t'embrouiller les idées. Donc, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment que tu travailles sur une surface plane avec rien qui va qui va te distraire autour de toi. Donc, c'est pourquoi plusieurs choses, plusieurs actions à mettre en place. Donc, il y a une petite faute ici. Application. Donc, tes notifications de téléphone. Donc, que ce soit des notifications suite aux applications, donc Facebook, Instagram, ou des notifications mail. Donc, bien entendu, tu l'auras compris, toutes ces choses-là, il va falloir les mettre en off, où tu te mets en mode avion. Euh, Quand tu es concentré, quand tu es en train de réfléchir sur un point particulier que tu as interrompu, donc forcément, cela va nuire à ta concentration et quelque part peut te porter préjudice. Donc toute cette partie-là, tout ce qui concerne donc ton portable, tu oublies. S'il faut, tu travailles dans une chambre, tu déposes ton portable dans une autre chambre, s'il le faut. Si tu es addict et si tu ne peux pas, tu peux pas t'empêcher de l'avoir en main. Donc vaut mieux que voilà, tu t'en sépares quelques minutes en tout cas, le temps pour toi de travailler. Donc pareil, je parle de notification des applications, mais ça peut être également notifications mail ou voire même les notifications ou les mises à jour logicielles, parce que c'est surtout au moment où on s'entend le moins que voilà, tu as un bip qui sonne et qui est lié à une application qui se met à jour. Et donc voilà, cela peut te distraire, t'imagines, tu es en train de réfléchir, tu prends ton portable, tu regardes, tu es distrait forcément et tu avances pas. Parce que il va te falloir une seconde, même pas une demi-seconde pour te déconcentrer. Par contre, pour retrouver cette concentration, il va te falloir te prendre peut-être une minute, 2 minutes, 3 minutes, en tout cas un certain nombre de temps. Et finalement, quand tu pèses le pour et le contre, en tout cas l'intérêt que tu as eu de te déconcentrer, bah, tu t'apercevras que finalement ça valait pas le coup. Donc, ce qu'il faut retenir ici, améliore tout ton travail. Il faut que tu travailles dans un endroit propre, dans un endroit où rien ne va te distraire. Ton portable, pour tout ce qui concerne les notifications, que ce soit les notifications de mail, notifications Facebook, WhatsApp ou autre, tu te mets en mode avion de manière à ne pas être perturbé. Donc, à la prochaine vidéo, on va voir, on a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à voir. Ça va vraiment être l'aspect le plus important de cette partie, donc comment gérer son temps VAE, puisque là on va vraiment voir les techniques à mettre en place, comment faire, comment tenir compte également de sa propre personnalité. On va mettre en place un planning, un rétro-planning, bon bref, on va vraiment s'organiser, donc tu vas trouver tout ça dans la prochaine vidéo. Nous allons voir maintenant comment tu peux avoir un esprit gagnant. Avoir un esprit gagnant, c'est également un élément primordial si tu veux réussir ta VAE. C'est vrai que tu prépares ton livret 2 et ensuite tu devras bien soutenir ton livret 2 devant ton jury. Le fait d'avoir un esprit gagnant peut te permettre d'obtenir ton diplôme dans la mesure où avoir un esprit gagnant, ça se voit. C'est un peu comme le sourire quand on est en train de parler à quelqu'un ou quand quelqu'un t'appelle au téléphone, tu arrives à ressentir son sentiment par le biais de la voix. Quand un télémarketeur, un téléconseiller t'appelle pour te faire une proposition commerciale, tu entends s'il sourit ou au ton qu'il emploie, tu sais quel sentiment avec quel sentiment il t'appelle. Eh bien, lorsque tu te présenteras devant ton jury, c'est exactement la même idée. Il faudra que ton jury s'aperçoive avec quel état d'esprit tu es présent. Est-ce que tu as un état d'esprit de gagnant ou est-ce que tu as un état d'esprit de perdant? Après, je le reconnais, cela ne va pas forcément avoir du poids dans le choix final du jury. C'est une évidence. Cependant, moi, ma vision des choses, c'est qu'il faut mettre toutes les pierres de son côté, toutes les chances de son côté, et ne pas donner l'occasion à ton jury, donner un avis défavorable. Et pour avoir un état d'esprit gagnant, il y a un exemple d'un sportif en particulier que j'apprécie.
dans sa détermination. On en a parlé déjà un petit peu précédemment. Donc c'est un joueur de tennis, c'est Nadal, donc c'est un espagnol. Donc la particularité de son jeu, bon après on n'aime pas le tennis, mais la particularité de son jeu, c'est que il joue tous les points avec la même intensité. C'est pour ça qu'il est champion, c'est pour ça qu'il est ou qu'il a été numéro 1 mondial, et c'est pour cela qu'il est depuis des années dans les 10 premiers. Parce qu'il se bat sur chacune des balles. Même s'il sait que il a gagné la partie, qu'il a gagné le set, ou que son adversaire est bien au-dessous de son niveau, néanmoins, eh bien, il va chercher à récupérer les balles de la même manière que si c'était la dernière balle qu'il allait taper dans sa vie. C'est-à-dire qu'il va la gérer, la jouer de manière forte, puissante, avec la même intensité, avec la même force, la même détermination. Et tu le vois dans son regard, dans son attitude. Il a l'attitude d'un gagnant. Il a les yeux d'un gagnant. Et c'est vrai que souvent tu te demandes comment il peut perdre, puisque il manifeste par ses gestes, par son regard, par sa physionomie, eh bien qu'il va gagner la partie. Et même dès qu'il rentre sur le terrain, tu regardes les deux joueurs qui rentrent, et d'ores et déjà, tu peux dire, bah tiens, lui là, il a quand même plus de chances de gagner que l'autre. Puisque certains joueurs rentrent déjà sur le terrain en se disant, bon là, ça va être compliqué, ça se voit. Donc psychologiquement parlant, l'attitude que tu vas avoir, les pensées que tu vas avoir vont forcément agir sur ta personnalité, sur la manière dont les autres vont te percevoir, mais également sur ce que toi tu vas dégager, sur le dynamisme que tu vas dégager. Si tu es devant ton jury, si tu arrives tête baissée, si tu te dis que ça va être compliqué, si tu te dis que tu vas pas y arriver, il y a de fortes chances que tu ne vas pas y arriver. Dans le cas contraire, si tu rentres dans la salle la tête haute avec assurance et tu te dis que tu vas assurer, il y a grosse chance que tu réussisses. Et c'est vraiment de cette manière qu'il faut voir les choses. Et je t'encourage donc à avoir cet esprit gagnant et cet esprit vainqueur. Donc on a parlé là de la partie orale devant ton jury, mais il en va exactement de la même manière pour ce qui concerne la rédaction de ton livret. Tu sais que tu as ton livret à rédiger, à composer, tu le fais, tu le rédiges, tu le composes. Ne te mets pas de frein, tu y vas. Et chaque partie que tu devras développer, tu la développes à fond, même si elle te motive moins, même si elle te plaît moins. Je veux dire, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que chaque partie, tu la travailles à fond. Mais on va en reparler un peu plus tard. Et si tu y vas avec une idée positive, avec de la détermination, forcément, tu arriveras à compléter et à remplir ton dossier comme il se doit. Pour commencer, je voudrais raconter une histoire que j'ai lue dans un livre. Il s'agit d'une personne qui a eu une super idée. Donc c'était dans les années 2000. Hein. Donc c'est ce que raconte le récit. Hein. C'était dans les années 2000. Et donc il disait oui, McDo, ça marche bien, c'est super. Et moi aussi j'ai eu une super idée. C'est que je vais créer également un restaurant, et puis je vais voir si j'ai la possibilité de faire une chaîne, et je vais vendre des pâtes. Voilà, les McDo, ce sont les sandwichs, les hamburgers, moi ça sera des pâtes. Et quelques années après, l'interlocuteur de cette personne voit qu'effectivement il y a des magasins qui s'ouvrent un peu partout en France, et il est super content. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler son pote, il lui dit oui mais écoute, super, j'ai vu que ça marche, j'ai vu que ça cartonne, il y a une dizaine de magasins en France, c'est super. Et là, surprise, la personne là qui parlait de son projet lui dit écoute, c'est pas moi, je n'ai pas mis en application mon idée. Alors il dit ouais mais attends, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a dit oui, j'ai une super idée, puis finalement je l'ai pas mise en application. En fait, quelqu'un d'autre a eu la même idée que lui, à la différence qu'il l'a mis en application. Et aujourd'hui, donc, il a eu une super réussite professionnelle.
Donc cette histoire peut nous servir de base à la réflexion d'aujourd'hui. En fait, mon portable, en tout cas un de mes portables est tombé. Donc ce que je voulais dire, c'est que la moralité de cette histoire, c'est qu'il ne s'agit pas de dire « j'ai une idée ». Parce que tout le monde a des idées. Tout le monde, quasiment tout le monde, a eu des idées de création d'entreprise. Mais quand on regarde bien, beaucoup ont des bonnes idées, mais très peu mettent en application. Et c'est exactement bien le point que je veux aborder actuellement, c'est que il faut agir. Si tu te fixes un objectif, ne dis pas bah ouais je vais le faire à tel moment, à telle époque. Même si oui, on est d'accord qu'il faut planifier tes différentes tâches, on va en reparler plus tard, on est d'accord, mais c'est pas de ça dont je parle. Je suis en train de dire que il faut faire attention à ne pas remettre à plus tard ce que l'on peut faire aujourd'hui. En fait, ceux qui réussissent, ce sont ceux qui réagissent immédiatement, qui ne perdent pas de temps. En fait, ce sont ceux qui ont l'audace, le courage, la détermination et la persévérance. Ce sont exactement les principales caractéristiques des personnes qui réussissent. Et donc, il faut bien que tu gardes ça à l'idée. Tu dois passer à l'action. Tu prépares ta VAE, tu as donné tous les éléments à l'organisme pour pouvoir recevoir ta recevabilité, c'est très bien. Si c'est pas encore fait, tu vas le faire. Tu as pris cette décision, donc fais ce que tu as à faire à ce niveau-là. Tu rédiges ton livret, tu l'envoies. Si tu as déjà envoyé ton livret 1, voilà, on va le voir plus tard, mais tu vas t'organiser étape par étape pour pouvoir remplir les différentes sections, tes différentes activités de ton livret 2. Mais ce qui est important ici, c'est vraiment l'action. Il faut pas que tu considères ça comme... faut que tu prennes vraiment ça comme au sérieux. C'est une tâche qui est sérieuse, qui va réclamer du temps et qui va réclamer de l'investissement. Mais il faut commencer une fois que tu auras posé la première brique. Et bien après, la maison, elle va se faire. Mais si tu regardes le mortier et que tu regardes ta brique, eh bien, elles vont pas s'empiler toutes seules pour pouvoir construire ta maison. Il y a un début à tout. Il faut commencer. Il faut agir. Parmi toutes les qualités qu'il faut développer pour être efficace, et en l'occurrence ici dans le cadre de ta VAE, une des qualités indispensables est la discipline. Donc on va parler quelques minutes sur la discipline. Mais en préambule, on va définir certains points. Pour s'autodiscipliner, nous allons parler de 3 points. On va parler du cerveau reptilien, du cerveau limbique et le néocortex. Pour parler du cerveau reptilien, c'est la partie qui assure le fonctionnement des fonctions vitales, comme par exemple le cœur, la respiration, les besoins naturels, comme boire, manger, et également des comportements primitifs comme la peur et l'instinct de survie. Donc tout cela, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Le deuxième élément qui va nous permettre de nous autodiscipliner est le cerveau limbique. Donc cette partie, c'est celle qui gère nos comportements entre humains. Tout ce qui est question de jugement, gestion des émotions, relations. Il évalue également toutes les émotions qui sont générées par des situations. Et par ce biais-là, il va envoyer le stimuli adapté. Entre autres, il va envoyer la production d'hormones comme l'endorphine, l'adrénaline, etc., etc.
Et le troisième élément est le néocortex. Eh bien, cette partie assure nos fonctions cognitives supérieures, c'est-à-dire tout ce qui a trait à l'imagination, le langage, la conscience et tout ce qui est en lien avec l'apprentissage. Donc, on va exploiter ces trois catégories qui sont le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex pour nous permettre de nous autodiscipliner. Bien souvent, quand on est fatigué, eh bien, on annule, ou en tout cas on reporte, quand on a la possibilité, tout ce qu'on a organisé. Si on a prévu de faire du sport et qu'on est fatigué, on ne le fait pas. Si on a prévu d'accomplir une tâche qui est pénible et qu'on est fatigué, on ne va pas le faire. Si tu as prévu de préparer ton livret 2 et que tu es fatigué, tu ne vas pas le faire. Ici, l'autodiscipline, eh bien, te forcera en tout cas à entamer cette démarche, quelle que soit la situation que tu rencontres. Et ici, on parle de fatigue. Eh bien, il faut savoir que ton cerveau va traiter l'énergie dont tu as besoin pour accomplir cette tâche comme de l'argent. C'est-à-dire que ton cerveau, en tout cas toi, si on fait un comparatif, toi, si tu as de l'argent, tu peux acheter. De la même manière, si tu as de l'énergie pour faire une chose, eh bien, ton cerveau va te permettre d'accomplir cette chose. Si tu n'as pas d'énergie, eh bien, ça sera beaucoup plus difficile. Par exemple, on sait que le soir, on a terminé notre journée, et donc, en conséquence, ce soir, on est beaucoup plus fatigué, et on est beaucoup plus sensible à se laisser aller. En revanche, le matin, on est tout frais, on vient de se lever, donc généralement on est toujours en forme pour accomplir les tâches que l'on a prévues. Donc, la question est posée. À quel moment est-il beaucoup plus judicieux pour accomplir une tâche ou un projet? Tôt le matin. Vraisemblablement, on est d'accord, puisque le matin, on est beaucoup plus frais. Pour réussir à t'autodiscipliner, il faut comprendre comment fonctionnent les catégories de notre cerveau, comme on en a parlé précédemment. En fait, il existe un système de récompense dans notre cerveau, et c'est la dopamine. Il te suffit de voir ou de sentir quelque chose que tu désires pour activer ce système de récompense de ton cerveau. À ce moment-là, ton cerveau t'envoie de la dopamine, un neurotransmetteur, qui va contrôler ton attention, ta motivation et tes actions. Celle-ci peut être activée par quelque chose que tu as associé avec une promesse de bonheur. Par exemple, une réduction de 80% dans un centre commercial, l'odeur d'un burger, quelqu'un qui te sourit, que tu apprécies, l'odeur d'un café au réveil. Quand la dopamine est relâchée, l'objet qui a été le levier déclencheur devient immédiatement désirable. Et c'est la raison pour laquelle tu t'engages dans des activités qui semblent irrésistibles à première vue, mais qui se révèlent culpabilisantes et insatisfaisantes. Mais la question que l'on peut se poser, comment pouvons-nous acquérir de la discipline pour travailler? En fait, il arrive souvent que lorsque tu tiens à jour un planning, que généralement tu sois incapable de le tenir plus de 3 jours. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, ton envie de faire ce que tu as à faire repose uniquement et entièrement sur la motivation comme un levier de travail. Mais c'est pas une bonne idée. La preuve en est. En fait, c'est la discipline qui va te permettre de suivre ton planning à la lettre sans jamais flancher. Comme je l'ai dit, avoir de la motivation ne suffit pas, car avec le temps, elle s'amenuise. Et c'est pour la raison pour laquelle tu as des difficultés à suivre ton planning. En fait, il faut que tu trouves une autre stratégie que tu vas juxtaposer à ta motivation. En fait, pour cela, il va falloir que tu exploites la force des habitudes pour te permettre d'acquérir une certaine discipline et une certaine régularité dans ton travail.
la force des habitudes est pour beaucoup de scientifiques en neurosciences comme le principal obstacle au changement. En fait, les habitudes, lorsqu'elles sont bien utilisées, peuvent devenir un levier qui t'apportera l'énergie nécessaire au changement et pour ancrer celle-ci et le pérenniser. Je vais maintenant te donner 3 conseils pour développer une habitude et donc d'être discipliné. Donc déjà, il faut réellement que tu prennes conscience de l'intérêt des habitudes. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, il faut que tu apprennes à changer une habitude à la fois. Car si tu souhaites changer plusieurs habitudes, cela va te demander beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts de volonté et de persévérance. En clair, ça sera beaucoup plus difficile. Donc, il faut modifier une habitude à la fois. La troisième idée consiste à ancrer les nouveaux comportements pour en faire des habitudes. Pour que un comportement ou pour créer une habitude, il faut répéter cette action pendant environ 30 jours pour que celle-ci soit pleinement ancrée comme une habitude. En fait, si tu travailles pendant 30 jours en suivant un planning fixe et que tu es régulier, tu n'auras plus à fournir autant d'efforts qu'avant. Au final, je pense que tu l'auras compris ici, la discipline doit être additionnée à toutes les autres compétences qu'on a vues précédemment concernant la fixation d'objectifs et concernant la fixation pour modifier tes habitudes. Dans cette formation, je vais te donner quelques éléments qui te seront très utiles dans la préparation de ta VAE. Comme tu peux le voir à l'écran, il y a 3 aspects que nous allons, sur lesquels nous allons échanger. Donc la partie livret 2, la partie orale de VAE et la partie le jour J. Mais avant cela, je vais me présenter. Je suis Patrice Diakité, je suis coach en reconversion professionnelle et en particulier concernant la validation des acquis par l'expérience. Donc si tu le souhaites, tu as la possibilité de t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc tu dois avoir le lien en dessous où tu auras accès à plus de 80 vidéos qui abordent le sujet de la VAE. Donc le premier point que je voulais voir avec toi concerne donc le livret 2. Donc concernant le livret 2, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc déjà, à travers ta préparation, le premier conseil que je te donne, c'est de ne pas t'y prendre à la dernière minute. C'est vrai que si tu regardes le déroulé ou l'ensemble des questions qui sont attendues, en tout cas à travers ton livret 2, tu peux avoir le sentiment que c'est quelque chose de facile, de rapide et de synthétique. En soi, c'est vrai. Seulement, tu verras qu'à travers les différentes activités sur lesquelles que tu dois développer, tu t'apercevras que celle-ci demande quand même un certain temps de réflexion, une certaine organisation. Et comme je l'ai écrit ici, préparer son dossier de VAE réclame un minimum d'investissement. Si tu pars du principe qu'il va te falloir 5 heures ou 6 heures ou 10 heures pour remplir, compléter, rédiger ton livret 2, c'est pas du tout ça. Ça reflète pas du tout la réalité. Il faut plutôt compter une centaine d'heures pour la rédaction totale en comptant les lectures, relectures, correction des fautes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que rédiger son livret 2 demande de la réflexion. Oui, il y a toute une organisation qu'il faudra mettre en place pour pouvoir bâtir un livret 2 correct et attendu par ton jury. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément concerne le plagiat. Pourquoi je te parle du plagiat? Eh bien tout simplement parce que sur Internet, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir accès à une
multitude d'informations, on a la possibilité d'avoir accès à des livrets de d'autres personnes. Donc, bien évidemment, c'est copier le livret d'un tiers, d'une tierce personne, est totalement à rejeter. C'est totalement à exclure. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, probablement pour des questions morales, puisque ici, si jamais tu copies le livret d'un autre, tu vas parler d'une expérience qui ne correspond pas à la tienne. Donc, c'est immoral quelque part. Mais également parce que tu ne vas pas parler, dans ce cas-là, d'une expérience qui n'est pas la tienne. Or, l'idée de la validation des acquis par l'expérience, c'est de parler de sa propre expérience. C'est de parler de ce qu'on sait faire. C'est de parler de ses compétences. C'est se valoriser. Et le fait de plagier le dossier d'un autre, eh bien, tu es hors clou. Euh, tu ne rempliras pas finalement donc les attendus du jury. Ce qu'attend ton jury, c'est que tu sois authentique, c'est que tu sois vrai, c'est que tu dises la vérité et que finalement ton livret 2 te corresponde à 100%. Donc c'est une idée importante sur laquelle faut vraiment se méfier et faire attention parce que voilà, il faut savoir que c'est quelque chose qui est c'est quand même légion bien de voir des livrets d'eux qui sont plagiés. Mais de toute façon, le jury n'est pas dupe. Si tu plagies un dossier qui appartient à un autre, il pourra s'en rendre compte, pardon, parce que premièrement, il existe des outils sur Internet qui permettent de comparer si eh bien ce que tu as écrit a déjà été écrit par un autre. Et deuxièmement, de toute façon, par le biais des questions et des échanges que tu auras avec ton jury, il pourrait très facilement se rendre compte si, oui ou non, c'est bien toi qui l'as rédigé. Donc, ne prends pas ce risque, sois authentique et parle de tes propres expériences. L'autre idée intéressante concernant la rédaction de ton livret 2 eh bien, consiste à écrire simplement. Écrire simplement, ça veut dire être toi-même. Ne cherche pas à employer des mots, des formulations soutenues. Si par exemple tu n'as pas l'habitude de parler de manière soutenue. Il faut que ton livret 2 te ressemble, soit l'image de ta personne, de ta manière de t'exprimer. En revanche, il faudra tout de même indiquer dans ton livret 2 des termes professionnels. Il faudra que ton jury sente qu'ils ont affaire à quelqu'un qui connaisse le métier. Donc dans chaque métier, il y a des termes professionnels. Des termes professionnels, c'est, je sais pas moi, bon, moi j'ai travaillé dans des centres d'appel. Dans les centres d'appel, on va parler de qualité de service. Ben, quand on parle de qualité de service, ben voilà, c'est un terme, c'est un mot, c'est une expression qui peut se rapprocher à un centre d'appel. On va parler d'indicateurs, on va parler de performance, on va parler de KPI, etc., etc. Tout cela, tout cela représente eh bien des, euh, des termes que des professionnels ou des professionnels se reconnaîtront. Donc toi, dans tes expressions, d'ailleurs qu'elles soient orales ou écrites, il faudra que tu penses à les employer de manière à bien faire ressentir bien à ton jury que tu as la maîtrise du métier et que finalement qu'ils ont affaire, tu montreras à ton jury que tu as affaire, qu'ils ont affaire eux bien à un professionnel. Et bien évidemment, en écrivant simplement, en utilisant des termes professionnels, eh bien, tu montreras à ton jury que tu as la pleine maîtrise de ton métier. Et ça, c'est quelque chose d'important puisque tu seras évalué sur, eh bien, ton professionnalisme, mais il faut le reconnaître, tu seras également évalué sur le ressenti que ton jury aura vis-à-vis de ta rédaction, mais également vis-à-vis de la manière dont tu vas présenter les choses, de la manière dont tu vas montrer que tu es un professionnel. Un autre point
sur la... Je vais changer de position de la caméra, je vais la mettre ici, hop, voilà. Un autre point, non ça me plaît pas, je la remets où elle était, bref. Un autre point concerne la relecture de son dossier. Oui, c'est quelque chose de super important. J'ai travaillé avec des clients sur la partie orale et non pas sur la partie écrite. Et après avoir relu leur dossier, leur travail, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire. Donc c'est quand même quelque chose qui m'a clairement irrité, non pas parce que je suis particulièrement littéraire, mais parce que ton jury pourrait être sensible à la manière dont tu as rédigé ton texte et aux fautes d'orthographe. Parce que quelque part, lorsqu'il y a des fautes d'orthographe dans un texte, cela peut être considéré comme un manque de respect. Un manque de respect dans la mesure où tu n'as pas pris la peine de te relire, tu n'as pas pris la peine de revoir les différents éléments que tu as intégrés. Et ça peut être mal perçu. Donc c'est la raison pour laquelle, personnellement, moi je t'invite fortement à lire, à relire et à relire encore une troisième fois ton jury, à reprendre tes phrases, à corriger tes fautes d'orthographe, à revoir la grammaire. Et ça, soit tu peux le faire par toi-même, ou soit si tu en as la possibilité, faire relire ton dossier par une tierce personne. Le deuxième point pour lequel c'est vraiment important de faire relire son dossier, c'est tout simplement parce qu'il faut que tu te demandes l'impression que un dossier avec des fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire peut avoir sur ton jury. Et pose-toi la question, qu'est-ce que va penser ton jury à la lecture d'un livret plein de fautes? Ou ça peut être un rapport, hein, dans un cadre professionnel, ça peut être un rapport ou quoi que ce soit. Ou un examen, si tu passes un examen écrit ou un concours, ben imagine qu'il y ait plein de fautes dans le document que tu vas remettre. Comment ton jury va réagir? Quelle idée ton jury va avoir de toi? Eh bien, il faut se l'avouer, cela ne va pas donner une bonne image. Et c'est pas l'idée ici. Passer une VAE, c'est un exercice difficile sur lequel tu as passé beaucoup de temps dans ta réflexion, tu as passé beaucoup de temps dans ta réflexion, certainement également dans ta relecture. Donc, si tu relis ton dossier, corrige les fautes. Mets toutes les chances de ton côté. C'est compliqué, c'est pas évident, peut-être que tu auras un certain nombre de pages à lire ou à relire. En tout cas, fais-le. C'est extrêmement important et cela donnera une bonne impression à ton jury. Tu lui montreras surtout que tu t'es préparé, que tu avais du respect pour lui. Parce que l'objectif, c'est de donner la meilleure image de toi. L'idée ici, c'est de montrer à ton jury que tu es quelqu'un de sérieux, que tu es quelqu'un d'attentionné et de bonnes intentions d'ailleurs. Si tu laisses des fautes dans ton livret, eh bien ton jury aura totalement l'idée inverse. Donc, il faut vraiment travailler sur ce point. En termes d'organisation, l'exemple, le conseil que je donne, c'est de se planifier des séances de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plutôt que de te dire que tu vas travailler une fois par semaine, le week-end, et 5 heures pour chaque week-end, il est peut-être préférable, en tout cas ce sera beaucoup plus constructif, que tu travailles peut-être 1 heure par jour. Et tu garderais peut-être justement ton week-end pour pouvoir te reposer. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que tu auras le sentiment de mettre finalement moins d'énergie dans ta préparation. Mais le point qui est surtout important, c'est que ça permet à ton cerveau d'assimiler peut-être certaines idées. Tu vas laisser ton cerveau, quand je parle de cerveau, je parle également de ton subconscient, c'est-à-dire tout ce que tu as à l'intérieur, laisser les idées remonter. Comment je peux illustrer ça? Ça arrive, je sais pas, peut-être que ça t'est déjà arrivé. Voilà, tu réfléchis, tu cherches une idée, je sais pas moi,
soit c'est pour écrire une lettre, un courrier, un mail, ou tu cherches une idée pour faire un cadeau, bon, peu importe. Et souvent, si tu y penses avant d'aller te coucher, que tu vas te coucher, et ensuite, le lendemain matin, le plus souvent, ou quelques heures après t'être levé, le plus souvent, il y a une idée qui t'arrive. Et on est un peu dans cette même disposition, dans ce même dispositif. Le fait de faire un petit peu tous les jours, bien, va laisser ton cerveau dormir sur ses idées, sur ta journée, sur ses idées. Et le lendemain, il y a de fortes chances que tu réfléchisses, que ton cerveau, que ton subconscient réfléchisse sur des idées sur lesquelles sur lesquelles tu as commencé à rédiger. Et tu verras que petit à petit, tu auras des idées au fil des jours. C'est pourquoi moi j'invite vraiment à se planifier des séances de travail plutôt que de se fixer des grosses journées où tu verras que tu seras moins efficace parce que voilà, c'est compliqué de travailler 5 heures, 3, 4, 5 heures d'affilée et secondo, tu vas te fatiguer. Donc, vaut mieux faire un petit peu tous les jours qu'une grosse fois, une seule fois. Disons qu'une grosse séance de travail une seule fois. Donc, comme j'ai dit, maturation des idées. Et c'est un peu comme la forêt. Imagine que, voilà, bon, moi j'habite à la campagne, donc là, voilà, en face de moi j'ai une forêt. Imagine que je te dise de couper la forêt. Ben, tu vas être découragé. Et beaucoup ressentent ce sentiment-là lorsqu'ils regardent tout le travail qu'il y a à réaliser pour la VAE, c'est souvent ce sentiment-là. Mais si je te dis par exemple, ben tiens, regarde la forêt et coupe-moi 10 arbres par jour. Ben oui, tu vas couper 10 arbres par jour. Mais je suis quasiment certain qu'en 15 jours, en une semaine, peu importe, tu auras finalement coupé tous les arbres de toute la forêt. C'est l'effet cumulé. Petit à petit, eh bien, tu vas arriver à un résultat final. Et c'est la même idée ici. Plutôt que de te dire, voilà, tu vas te fixer 4 séances de 5 heures, ça va te faire 20 heures, ben, déploie un petit peu cette organisation en 1 heure par jour ben, sur un mois. Ça sera beaucoup plus facile pour toi à organiser, beaucoup plus facile pour toi en termes de tension psychologique. Donc, voilà, c'est un conseil pour moi qui est important et sur lequel il faut que tu réfléchisses en termes d'organisation pour ton livret 2. Donc, voilà donc les parties principales sur lesquelles je voulais échanger sur la première partie qui concerne les livrets 2. Donc après avoir vu la partie orale, on va se concentrer la partie livret 2. On va se concentrer, sur la partie orale avec un certain nombre de conseils, de choses à faire, à mettre en pratique et d'autres choses à ne pas faire. On va voir ça ensemble. Donc la première chose, premier conseil que je te donne, c'est de t'entraîner. L'oral de VAE est un véritable exercice. La chose qu'il faut bien retenir, c'est que c'est un examen que tu passes. Donc, comme c'est un examen, il faut que tu te prépares comme pour un passage pour un examen, tout simplement. Ce n'est pas un entretien de recrutement. Donc, il faut t'entraîner, que tu te prépares et que tu répètes suffisamment ta présentation de manière à bien la maîtriser, mais également que tu puisses anticiper peut-être les questions que ton jury sera susceptible de te poser pour être aligné avec leurs attentes. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu anticipes au maximum. Donc, les différents points dont il faut tenir compte, j'en ai parlé, c'est que c'est un examen. Donc, il faut que tu te prépares. Il ne faut pas que tu considères ton diplôme, en tout cas ta partie, ton passage devant ton jury comme une formalité. Ce n'est pas une formalité. Tu es attendu, tu seras questionné et tu seras évalué. Évalué sur la partie écrite, évalué sur tes propos. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. Ton jury regardera et analysera ta capacité à expliquer ton livret 2. Est-ce que tu es capable d'illustrer, d'apporter des détails sur ce que tu as indiqué? Et on en revient donc à l'idée qu'on a vue précédemment sur le plagiat.
Il faut que ce soit tes expériences, parce que si tu parles pas de tes expériences, eh bien ton jury pourrait te poser des questions où tu te trouverais en porte-à-faux parce que bien tu ne saurais pas quelle réponse apporter, ou ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment ou à un autre, eh bien tu vas tomber dans ton propre piège parce que un mensonge en entraînant un autre, ben, au bout d'un moment, tu risques peut-être de perdre le fil de la situation. Et à travers donc l'explication que tu donneras par rapport à ton livret 2, on pourrait te poser une question du genre, bah, tiens, comment avez-vous géré telle situation? Comment avez-vous fait ou quelles difficultés avez-vous rencontrées dans telle situation? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous n'avez pas pourquoi vous n'avez pas fait les choses autrement? Voilà, s'il y a plusieurs moyens de régler une situation. Donc voilà, il faut vraiment que tu te prépares et que tu anticipes eh bien, ces questions qui pourraient être posées par ton jury. Parce que toutes ces choses-là pourra leur montrer si, oui ou non, tu as la maîtrise eh bien, des compétences nécessaires pour pouvoir obtenir ton diplôme. Et c'est vraiment les choses que tu devras mettre en évidence à travers ton oral, dans tous tes propos. Il faudra que tu mettes en évidence ton expérience, que tu mettes en évidence ce que tu as acquis, voilà, et tes compétences. Parce que c'est à travers cela que ton jury te donnera ton diplôme ou non. Parce que c'est son objectif. C'est son objectif. L'objectif de ton jury, c'est de valider tes acquis par l'expérience. Donc je vais même rectifier tes acquis par ton expérience. Je vais dire même par tes expériences. Hop. Par tes expériences. Donc il faut pas prendre cela à la légère. Il faudra que tu te réserves suffisamment de temps pour, euh, pour te préparer à tout ça. Car, bon, par définition, les jurys sont de bonne composition, hein, et leur objectif final, c'est quand même de te certifier. Donc, lorsque tu vas travailler ton livret 2, moi, je t'invite vraiment à bien te référer à ton référentiel. Ton référentiel, c'est quelque part ton livre sacré, entre guillemets. C'est-à-dire que tous tes propos et toute ta préparation devra être en totale cohésion avec les informations indiquées dans ton référentiel. Parce que si c'est pas le cas, tu seras hors sujet. Et c'est la base sur laquelle ton jury va t'évaluer et ton jury te donnera ou non ton diplôme. C'est pour ça que d'ailleurs, à travers ton référentiel ou même ton passage devant ton jury, tu verras que tu as plusieurs unités de valeur. Bon, j'en ai pas là sous les yeux. J'aurais pu en sortir un pour qu'on puisse, pour te donner l'exemple. Mais généralement, tu as entre 4 et 6 unités de valeur. Et il faut avoir toutes ces unités de valeur pour pouvoir prétendre au diplôme. Si c'est pas le cas, tu auras ce qu'on appelle une validation partielle. Ce qui veut dire qu'on attendra de toi que soit tu te formes sur eh bien, les unités que tu n'as pas obtenues, ou que soit tu complètes par une expérience sur ces points-là, et que par la suite tu te représentes devant ton jury, et tu défendras tu défendras ces expériences devant ce jury qui sera un jury différent pour bien montrer que tu as la maîtrise au jour de ton passage des différents éléments qui te manquaient. Donc c'était la partie entraînement. Maintenant on va passer sur la partie de la gestion du stress. Donc voilà, moi j'aime à dire, avoir du stress, ça peut être quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que le stress peut quelque part être moteur et t'inciter finalement à faire les choses avec sérieux. C'est vrai qu'il y a aussi le stress qui est déstabilisant. Donc bien entendu, tu travailleras tout au long de tout au long de ta préparation. Peut-être que tu feras des recherches. En tout cas, si tu connais un stress qui est
déstabilisant. Donc dans ce cas-là, il faudra vraiment que tu regardes, que tu fasses des recherches, ou que tu trouves quelqu'un qui puisse t'aider vraiment à contenir et à maîtriser ce stress. Parce qu'il faudrait pas que ce stress soit un facteur d'échec, dans la mesure où voilà, si ton jury s'aperçoit que tu es trop stressé par l'examen, voilà, ton jury pourrait, hein, je dis bien pourrait, ne pas te donner le diplôme. Surtout si tu passes un diplôme en lien avec le public. Voilà, là tu auras juste 3 personnes en face de toi et entre guillemets tu as une appréhension. Donc c'est pas très cohérent. Donc il faudra vraiment que tu travailles cet aspect-là. Autre point d'attention, ta prestation verbale, c'est-à-dire la manière dont tu vas t'exprimer. Bien évidemment, ton jury y attachera une attention toute particulière. Parce que, passer ça vers eux, je l'ai dit, c'est un examen. Et tu seras évalué par rapport à ta prestation verbale. Tu seras évalué par les mots que tu emploies, par les expressions que tu emploies. Et le conseil que je peux te donner ici, c'est d'employer, on voit rien, hop, c'est d'employer, dans ce sens, des phrases courtes. Parce que si tu vas chercher à faire des phrases longues, tu risques de perdre le sens. En tout cas, ton jury risque de perdre le sens de tes propos. Et, ça sera pas très naturel, puisque quelque part, tu es pas là pour montrer tes qualités littéraires, mais tu es là pour montrer que tu es un professionnel et que tu t'exprimes à des professionnels de manière professionnelle en utilisant des mots professionnels, c'est-à-dire des mots qui sont liés à ton métier, comme on l'a vu précédemment. Donc c'est un autre élément important sur lequel il faudra que tu portes toute ton attention. Toujours dans le même sens, apprends à t'exprimer convenablement. Peut-être que tu es en difficulté, hein. Le français, c'est pas une langue facile. Parfois, on cherche ces mots, on ne sait pas trop quel mot employer. Donc, la suggestion que je te fais, c'est lorsque tu parleras de ton métier, lorsque tu seras face à ton jury, c'est d'imaginer que tu parles de ce que tu fais à des amis. Donc moi, moi j'étais manager. Si je devais passer devant mon jury, devant le jury, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait hein, quand moi-même j'ai passé ma VAE, hein, puisque j'ai moi-même passé une VAE. Et ben je me suis mis à l'idée que je parlais à des personnes pour lesquelles mon métier était inconnu. Donc c'était beaucoup plus facile pour moi de donner des explications. Il faut vraiment se mettre en tête que les personnes que tu as en face ne connaissent pas ton métier. Et cela permettra à ton jury de voir si tu as une pleine maîtrise de ton activité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être facilement mis en place. Hein. Tu peux, voilà, si tu rencontres des amis, tiens, tu fais quoi, c'est quoi ton métier, dans quoi tu travailles, voilà, tu expliques. Tu expliques ce que tu fais, tu expliques quel est ton travail, tu expliques ce que tu es capable de faire. Et c'est véritablement ce qu'attend ton jury. Ton jury n'attend pas de toi une prestation d'acteur. Tu n'es pas un acteur. Donc, il n'est pas attendu ici que tu joues un rôle particulier. Il faudra que tu sois naturel, que tu restes toi. Et parce que si tu ne le fais pas, ton jury, encore une fois, le ressentira. Et bon, je suis pas sûr que ça donne une idée positive de toi. Et c'est vraiment le maître mot hein, de ton oral. Il faut vraiment que tous les mots que tu emploies, que l'ensemble de tes propos, que ta posture,
On va en reparler dans le langage du corps, mais il faut que tous ces éléments-là donnent vraiment une idée positive de ta personne et, euh, et que tout cela, et que tous ces éléments-là donnent l'image de quelqu'un de professionnel. Le point suivant concerne le langage du corps. Parce que le corps parle, et ça on le sait, voilà, tu as peut-être déjà entendu cette idée-là. Lorsqu'on est au téléphone, on perçoit, et là c'est voilà, c'est l'humain qui est conçu de cette manière-là. On perçoit si la personne est en face, quel est le sentiment, quels sont les sentiments de la personne qui est en face. Est-ce qu'elle sourit, est-ce qu'elle sourit pas, est-ce qu'elle est énervée, est-ce qu'elle n'est pas énervée. Et cela on le perçoit par le ton, par les mots qui sont employés, par les intonations. Et, et donc on ressent ce que la personne a à l'intérieur d'elle quelque part. Donc pour ton examen, ça sera exactement la même chose. Euh, euh, Ce que tu vas dégager, ta gestuelle, les expressions de ton visage, tous ces éléments-là vont montrer quelle est ta situation vis-à-vis de ce que tu dis. Donc déjà, ton jury pourra percevoir par tes expressions déjà si tu es sincère ou pas. Il percevra si c'est réellement tes expériences ou pas. Voilà, bon, je ne sais pas si tu connais un petit peu la programmation neurolinguistique, mais si tu regardes à droite, ça peut avoir une certaine signification. Si tu regardes à gauche, ça peut avoir une autre signification. À savoir, si tu vas chercher dans la partie créative de ton cerveau. Donc, si tu vas chercher dans la partie créative, c'est parce que ce que tu dis, c'est pas la vérité. Si tu vas regarder de l'autre côté, ça montre que tu vas rechercher les informations dans ta mémoire. Donc, si c'est dans ta mémoire, c'est que c'est vraiment quelque chose que tu as vécu. Donc, il faut vraiment être vigilant sur cet aspect-là. Donc, pareil, hein, comme je l'ai dit, euh, ton langage, le langage de ton corps exprime tes sentiments, la joie, la tristesse, etc., etc. Car c'est ton langage de corps, que ce soit l'expression du visage, que ce soit les mots que tu as employés, ça fait passer tous ces éléments font passer un message qui peut être positif, tout comme négatif pour ton jury. Dans la dernière partie, je te donne quelques conseils pour le jour J. Première chose, arrive à l'avance. On a parlé précédemment du stress, et arriver à l'avance, c'est un moyen déjà d'évacuer un certain stress. Parce que le stress, c'est quoi? En réalité, on stresse, ça veut dire qu'on a une certaine crainte, on ressent une émotion, parce que on ne sait pas ce qui va se passer, on appréhende ce qui va se passer. Donc si tu arrives en avance, tu vas avoir le temps de découvrir les lieux. Tu vas t'en imprégner quelque part. Et donc, quelque part, ça va t'apaiser. Donc, premier conseil, arrive à l'avance. Tu peux arriver, une vingtaine de minutes, hein, vingtaine de minutes à l'avance. Tu t'assois, tu regardes un peu les locaux. Peut-être que tu auras l'occasion de voir quelle est la salle, la disposition de la salle dans laquelle tu vas être reçu. Et donc, voilà, comme ça sera pas une surprise pour toi. Peut-être que tu auras l'occasion de voir quels vont être tes correcteurs. Donc ça aussi, ça peut être un plus. Tu pourras déjà avoir une idée des personnes avec qui tu vas pouvoir échanger. Et tout ça va te permettre donc de baisser ton stress. Deuxième idée intéressante et que je propose, c'est de développer des idées positives. Les sportifs le font et c'est pas inconscient. Parce que cela donne de l'énergie, cela donne quelque part de la force, en se donnant des idées du genre, là, je vais réussir, je vais y arriver. Voilà, les grands sportifs le font, ça leur apporte, puisque cela les motive, cela leur donne de l'énergie, cela leur donne quelque part de la force. Et bon, si peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler de vive voix, mais c'est vraiment quelque chose que je recommande. Voilà.
et bon, pas seulement le jour de l'entraînement, mais tout au long de ta préparation, euh, réfléchir à des phrases qui peuvent être moteur pour toi, qui vont te motiver, qui vont te pousser à l'action, qui vont te booster. Voilà. Waouh, on y va. Allez, c'est parti. Vas-y. Voilà. Tu as ce genre de choses qui font monter une certaine émotion en toi et qui te poussent à aller plus loin, à aller de l'avant. Et ça, c'est quelque chose de primordial, mais c'est quelque chose également sur lequel je travaille avec ceux qui prennent un accompagnement avec moi. Donc voilà les idées sur lesquelles je voulais échanger euh, avec toi. Donc je t'ai mis en bas un lien qui va te permettre donc de prendre un rendez-vous avec moi où on pourra échanger soit sur ton écrit, tes écrits de VAE, ou soit sur ton oral de VAE. Donc l'idée ici, c'est vraiment que je puisse t'apporter mon soutien par le biais des conseils, voilà, par le biais de conseils, et cela tout en étudiant ta situation. Donc n'hésite pas, tout cela est dans la description. Également, tu verras, je t'ai mis un lien qui te renvoie sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à t'y abonner afin de ne louper aucune vidéo.